L'échiquier international, soyez les bienvenus. Il y a à peine 2 jours, la Cour internationale de justice demandait, ou plutôt enjoignait qui est le terme beaucoup plus précis, l'entité sioniste de stopper immédiatement ces offensives militaires susceptibles d'entraîner donc la destruction du peuple palestinien à Gaza. La réponse sioniste est on ne peut plus claire. Des massacres sont encore à l'ordre du jour aujourd'hui même, ce qui s'appelle faire un pied de nez, pour rester poli, à la communauté internationale. Poli, mais comment l'être face à des bourreaux qui provoquent des meurtres de masse, surtout quand il s'agit des enfants tués qui ne soulèvent pas l'émoi de l'entité sioniste. Justement, la barbarie sioniste a repoussé l'inhumanité humaine beaucoup trop loin. La lutte armée est une nécessité. Les Palestiniens ont le droit à la lutte armée. Selon quel principe ? Eh bien, selon l'ONU, avec la résolution 3743 de 1982, celle-ci est réaffirmée par la résolution 45-130 de décembre 1990. La lutte armée, vous devez le savoir pour ceux qui sont férus d'histoire, la lutte armée ne suffit pas pour se débarrasser de l'hydre sioniste. Au niveau diplomatique, une bataille doit être menée, une bataille qui se gagne également avec de l'influence sur la map monde pour susciter une solidarité. Cette bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de la Palestine est emmenée par l'Algérie. C'est la thématique du jour, juste après ça. Justement, pour parler de la bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de la Palestine et le savoir-faire diplomatique algérien, rien de mieux que de le faire avec un analyste politique qui a bien étudié la question. Rafa est en direct avec nous de Montréal. Rafa, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs et aux employés de Al24. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir, Rafa. Alors, Rafa, on a entendu et on entend depuis un certain temps beaucoup de critiques, pas des critiques, on va dire, entre guillemets neutres, contre la diplomatie algérienne, critiques déclinées par des Algériens également. En gros, on dirait que les us et les coutumes diplomatiques ont été perdus, qu'il n'y aurait plus de diplomatie en Algérie. On nous reproche d'avoir jeté un froid entre nous et nos alliés, on en parle. Mais avant, on va vous demander aussi l'avis d'un spécialiste qui n'est pas algérien. Et je vous propose justement d'écouter ce document et on revient à vous juste après. Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Il a pris la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque la Russie elle-même a appelé à une autre réunion du Conseil pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine et des dangers de la prolifération des armes en Europe, ainsi que de la participation directe de mercenaires français dans le conflit. Je veux dire, toute la situation est horriblement dangereuse. Et tandis que l'Occident, dans ses discours, revenait sans cesse à ses points de discussion habituels, le représentant algérien au Conseil de sécurité a prononcé un discours très impressionnant. Il a fait le lien entre l'inhumanité se produisant à Gaza avec la rhétorique creuse et les discours sur ce qui se passe en Europe. Ici, nous avons un merveilleux exemple de quelqu'un avec une conscience et une vision pour atteindre la paix et ce qui est important dans les relations internationales, présentant ses idées au monde entier. Malheureusement, le monde n'écoute pas, mais nous pouvons. Je vais ajouter son discours juste après celui-ci. Et puis, pour votre divertissement, à la toute fin, je vais ajouter le discours vide et répétitif de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Juste pour contraster les deux. D'abord, nous écouterons un vrai diplomate, puis la voix des bellicistes. Alors, sans plus tarder, veuillez apprécier le discours de l'Algérie. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation face à l'augmentation du nombre de foyers de tension et de conflits dans le monde, alors que nos efforts collectifs échouent à apporter des solutions durables et pacifiques aux conflits.
Alors, c'était le début du discours de l'Algérie auprès de l'ONU lors du Conseil de sécurité. C'était le 22 janvier dernier par Ammar Benjama'a, présenté par Pascal Lotaz, que Rafa va nous présenter. Alors, Rafa, on le voit, hein, dans ce discours, c'est une forme de synthèse entre le droit international, l'histoire, la sagesse, et également un plaidoyer pour un monde plus juste pour le futur. C'est très fort. Voilà la réponse pour les gens qui disent que non, qu'on n'a pas de diplomatie et qu'on perd du terrain. Ça, c'est un témoignage de Pascal Lotaz, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Sandbox, qui est en arabe, traduite en arabe, en français, en anglais, en suédois. C'est un professeur en relations internationales à l'université du Japon, plusieurs doctorats en sciences politiques. Donc, c'est quelqu'un qui donne un témoignage de l'extérieur de l'Algérie ou qui nous explique la valeur de la diplomatie algérienne, qui dit que l'Algérie travaille pour la paix, alors que de l'autre côté, on voit qu'il nous présente en face le représentant de la Grande-Bretagne et qui dit que c'est belliciste, que c'est un discours vide. Donc là, on est dans une victoire de la diplomatie algérienne. Ce n'est pas n'importe qui l'a dit, ce n'est pas n'importe quoi ce qu'on fait là-bas à l'ONU. Mais c'est l'école algérienne, l'école diplomatique algérienne qui a formé tous ces gens-là. N'oublions pas que l'Algérie, la diplomatie algérienne est née pendant la guerre la guerre d'indépendance, donc au même titre que l'armée algérienne, l'ALN puis l'ANP. Donc c'est une école qui est sortie du terrain, de la matrice d'une révolution. Et c'est pour ça que les gens qui sont responsables de notre diplomatie depuis avant notre indépendance sont des gens très valeureux et respectés dans le monde. C'est ça ce qu'il faut voir. Maintenant, les gens qui disent qu'on n'a pas de diplomatie, qu'on s'est fait des ennemis, oui, on peut se faire des ennemis en diplomatie, mais la subtilité, c'est de laisser toujours l'ennemi loin de la belligérance. Et c'est ça qui est la force de l'Algérie. Revenons à l'histoire, Rafa, si vous voulez bien. Alors, si l'Algérie aurait donné la formule pour se débarrasser schématiquement de tout type de colonialiste, à savoir l'indépendance du pays, le nôtre, s'est effectuée à travers un triptyque, la lutte politique, mais également la lutte armée et surtout l'action diplomatique. C'est une forme de lutte moderne qui ont inspiré, par exemple, l'Afrique du Sud avec Mandela qui dira « ce sont les Algériens qui ont fait de moi un homme », on peut le vérifier, hein, voire même les Palestiniens actuellement. Regardez, la diplomatie algérienne à l'époque de la révolution d'indépendance, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de diplomates algériens qui étaient dans l'armée française déjà et qui ont grandi au sein des Français. C'est des gens comme Frantz Fanon, par exemple, qui est le fondement même de la pensée tiers-mondiste et anticolonialiste, qui est devenu après le représentant de l'Algérie à l'ONU et était ambassadeur au Gabon, je pense, à l'époque. Il y avait aussi Chenderli, Abdelkader Chenderli, qui était dans l'armée française entre 1943 et 1945 à cette époque, et puis qui a rejoint le FLN, qui est d'origine turque. Il est issu d'une famille algérienne turque, de notables turcs en Algérie, et qui a épousé la révolution algérienne, et qui est devenu un diplomate en 62. Et c'est lui qui a mis les premiers fondements de la lutte contre l'apartheid, le régime de Pretoria, à l'époque en 62. Et ça a commencé la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud, en 62 déjà, avec M. Abdelkader Chenderli. Puis nous avons aussi Mohamed Khladi, qui a rejoint le FLN en 56 et qui était proche de Boumediene dans les contrôles des wilayas, quand il passait dans les contrôles des wilayas, et qui l'a recruté, lui a donné une mission de convaincre Joe Kraft. Joe Kraft qui était le rédacteur en chef du journal New York Times à l'époque, que Guy Mollet a invité pour passer un mois au sein de l'armée française. Et que Mohamed Khladi a réussi à le convaincre d'aller passer aussi un mois dans les maquis algériens pour voir l'armée de libération nationale. Et son article qui est apparu après cette visite et qui a poussé Kennedy, avant qu'il soit président, au Capitole, de dire que l'Algérie avait le droit à son indépendance, ce qui a créé un grand problème diplomatique entre la France et les États-Unis, ce qui a poussé
à De Gaulle à sortir de l'OTAN. Rien que ça. D'ailleurs, Kennedy, on l'appelait, quand il était sénateur du Massachusetts, on l'appelait Mr. Algeria, parce que c'est un des premiers, c'est pas une légende, hein, c'est un des premiers qui a sensibilisé le public américain, mais également le public occidental, à la cause algérienne. Mais Rafa, merci en tout cas pour cette petite leçon d'histoire, même s'il faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer la diplomatie algérienne, l'histoire de la diplomatie algérienne, il y a tellement de choses à dire. Revenons, si vous voulez bien, sur les critiques qui sont pas neutres, parce qu'elles seraient monnayées d'ailleurs. Ces critiques, en somme, l'Algérie se serait donc mise à dos des alliés à cause d'une série d'erreurs d'appréciation, dit-on. Mais quand on voit les États-Unis, par exemple, les universités américaines, on voit les universités anglaises, quand on voit la presse de ces pays également, quand on voit que ces pays ne respectent pas les conventions des génocides de 1948 ou le droit de la guerre de Genève de 1949, tout ceci n'est pas respecté. C'est à se demander qui est en train de faire des erreurs d'appréciation à l'endroit de la Palestine, mais également à l'endroit du droit international, et ce depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez, le dicton dit, l'adage dit que la diplomatie, c'est de plonger dans les eaux troubles, sans faire de plouf. C'est-à-dire, on plonge dans les eaux troubles calmement et on travaille dans les eaux troubles calmement. Dieu sait que maintenant, le monde est en ébullition. C'est-à-dire, on est dans une guerre mondiale, c'est la troisième guerre mondiale, où les plus grandes puissances mondiales, économiques ou militaires, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la France, les 5 pays qui sont au Conseil de sécurité permanent, qui ont le droit de veto, n'arrivent pas à trouver une solution diplomatique. Quand on voit que les gens ils disent que l'Algérie, par exemple, a perdu ses alliés, quel allié nous avons perdu? Moi, je demande la question. Qui est l'allié qu'on a perdu? Les Arabes? Non. Je pense que notre diplomatie, malgré que on navigue à contre-courant par rapport aux décisions de la Ligue arabe ou des pays arabes, mais quand même, on est toujours respecté. Et c'est ça la force, c'est-à-dire être contre quelqu'un, mais diplomatiquement arriver à le mettre à une certaine distance pour ne pas rentrer dans un conflit. Et c'est ça la force de la diplomatie algérienne. Par exemple, j'ai entendu les gens dire on a des problèmes avec la Libye, avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec l'Espagne. Non, ça ce n'est pas des problèmes diplomatiques. Au contraire, ça c'est la Libye, par exemple, la Libye a été détruite par le peuple libyen lui-même. C'est eux qui ont applaudi l'OTAN, qui ont aidé l'OTAN avec Al-Qaïda et les terroristes islamistes pour casser la Libye. Une partie peut-être, Rafa. Peut-être une partie du peuple, peut-être du peuple libyen était d'accord. On applaudit les interventions de l'OTAN. Une petite partie, parce que quand on voit le résultat aujourd'hui, je pense que soit ils l'ont regretté, soit ils ont donné raison à ceux qui alertaient contre les menées otanesques de l'époque. Le résultat est pareil, c'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a plus d'OTAN, qu'il n'y a plus d'intervention militaire, quoi qu'il y a la Turquie, il y a l'Égypte, il y a les Émirats, il y a la Russie dedans, il y a la France, les États-Unis, mais il y a plus de regrets à se faire maintenant. Maintenant, ils n'arrivent pas à s'unir. Ils n'arrivent pas à avoir à élire un gouvernement. Ils n'arrivent pas à aller vers des élections. Donc, on en veut à l'Algérie pour dire que l'Algérie, par exemple, sa diplomatie est morte par rapport au problème libyen. Le problème libyen, on peut rien y faire. On peut pas, on n'a pas d'interlocuteur en Libye. Alors, on n'a pas d'interlocuteur. C'est-à-dire, personne ne représente la Libye. Et c'est là le problème. Bon, maintenant, de dire que c'est une partie du peuple ou c'est tout le peuple, c'est toujours une partie du peuple. C'est certain. En effet. Mais il y a eu une certaine complicité de beaucoup de gens, même de l'extérieur de la Libye. Donc la Libye, ce n'est pas un problème, au contraire. La Libye, on est en train de gérer ce problème avec toutes les puissances qui sont à l'intérieur et on gère ce problème diplomatiquement sans pour cela intervenir militairement. Parce que tous les autres pays ont failli. Parce que le fait d'intervenir militairement, c'est une défaite. En effet, le cas libyen est encore épineux et délicat. Bien entendu, on essaye jour le jour de traiter ce dossier qui est quand même très compliqué, dans lequel l'Algérie est bien entendu impliquée. Alors, revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Sur les conventions du génocide, je viens de le rappeler, de 1948 et les conventions de Genève du droit de la guerre,
Tout pays qui apporte un soutien à une entité suspectée de massacre de civils, ces pays seraient considérés comme des complices. À l'heure où on parle, par exemple, il y a toujours un accord d'association entre l'Union européenne et l'entité sioniste. C'est-à-dire que plus tard, quand on ouvrira, par exemple, Raza pour enquêter ou laisser rentrer de l'aide humanitaire, quand ce sera l'heure des jugements, certains pays seront considérés comme des complices de génocide. Absolument, absolument. Ils sont complices, on le sait tous. Et le non-respect du droit international, c'est ça que la diplomatie algérienne est en train, c'est ça que fait la diplomatie algérienne, c'est toujours le respect du droit international. Et on connaît très bien le droit international vu notre histoire révolutionnaire. Donc maintenant, ce n'est pas la première fois que le monde occidental, disons-le bien, le monde occidental, ce n'est pas la première fois qui se tait en face de crimes de guerre et de génocide. On se rappelle l'assassinat de l'envoyé spécial de l'ONU en 1948 en Palestine occupée, le Ciel Bernadotte, le Suédois qui a été assassiné par les Israéliens eux-mêmes. C'était un envoyé spécial de l'ONU qui est allé pour essayer de trouver un terrain d'entente pour la paix en Palestine et qui a été assassiné par l'armée israélienne. Et le monde entier était courant et tout le monde n'a rien dit. Alors il est intéressant ce Folk Bernadotte parce qu'il avait sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été envoyé de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et il a été tué par un certain Isaac Shamir de la Haganah qui sera Premier ministre plus tard. On voit que l'ADN de l'entité sioniste se confond avec le terrorisme et la terreur. C'est le terrorisme, il n'y a aucune diplomatie, c'est le terrorisme. C'est-à-dire, et maintenant, il y a un musée, à la mémoire des gens qui ont exécuté cet attentat. Il y a un musée en Palestine occupée, un musée où on dit que oui, il fallait le tuer parce qu'il voulait donner des terres aux Palestiniens. C'est clair. C'est un musée, carrément. Donc, si maintenant on parle de l'entité sioniste et la non-reconnaissance du droit international, on a un exemple concret. On a l'exemple de l'USS Liberty, le bateau espion américain qui a été bombardé et presque coulé par l'armée israélienne. Et il y a des témoignages de soldats qui étaient à bord à l'époque et que personne n'a jugé. Et que les Américains sont tués pour ça, ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Alors, je rappelle rapidement, ce sont des avions sionistes qui ont bombardé un bâtiment de guerre américain et qui ont tué des soldats américains. Et le président de l'époque, qui était Lyndon Johnson, a tout fait pour étouffer l'affaire. Absolument. Ils ont même menacé les soldats qui étaient sur le bateau que si jamais ils parlaient à leur famille ou à n'importe qui, ils allaient le payer de leur vie. C'est un témoignage d'un soldat qui était sur le bateau, un témoignage vidéo qui le dit. C'est-à-dire, nous sommes devant un impérialisme sauvage, c'est-à-dire qui existe depuis longtemps. Nous, on le connaît. Alors, on va donner un autre exemple. Est-ce que vous vous rappelez de la célèbre phrase qui en dit long sur l'impérialisme que vous êtes en train d'esquisser à Rafah, celle de Madeleine Albright, née Marie-Jana Korbelova, de parents juifs de Prague. Vous allez comprendre pourquoi je précise cette donnée. Quand elle était secrétaire d'État sous Clinton, dans une célèbre émission américaine 60 Minutes au sujet des sanctions américaines contre l'Irak qui ont fait 500 000 victimes enfants, la journaliste lui demande, elle lui fait remarquer que c'était bien au-delà des 2 bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima de 1945. Elle répond, eh bien, it's worth it. C'est-à-dire que, oui, ça faisait partie des dommages collatéraux, ces enfants, entre guillemets, il fallait qu'ils périssent. Absolument. 500 000 enfants. Elle a dit c'était le prix à payer. Elle a dit oui, c'était le prix à payer. Alors, tuer 500 000 enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'entité sioniste peut faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, il donne des exemples aux Américains ou aux Français ou aux Anglais en leur disant « Mais vous avez bâti des empires avec des génocides. Vous avez massacré les Indiens aux États-Unis, les peaux-rouges. Vous avez massacré en Algérie. Et nous, pourquoi on ne le ferait pas ?» Et c'est ça c'est ce qu'ils disent aux Américains. Nous faisons comme vous. Nous voulons nos terres, et puis ces gens-là, on va les exterminer comme vous avez exterminé les Indiens en Amérique du Nord ou les Algériens, vous avez voulu les exterminer.
Mais est-ce que la fin, vous ne pensez pas que c'est la fin quand même d'un cycle, le cycle occidental? En tout cas, c'est ce que dit un célèbre professeur de l'université de Pittsburgh, Michael Bremer, juif aussi, qui parle d'une double défaite de l'Occident. Sur le plan militaire, elle se situe en Ukraine, et civilisationnelle, elle se situe à Gaza. On le voit, la révolution, oui, le soulèvement des étudiants au sein des grandes universités américaines, les fameuses Ivy League, la destruction de la base industrielle en Europe, la remise en cause de l'hégémonie du dollar, des soldats sionistes qui n'arrivent même pas à gérer ni leurs munitions, ni leurs soldats avec des démissions en tombereaux, comme le chef d'état-major sioniste qui dépose sa démission. Le général Diap l'avait dit, il n'avait pas tort. L'Occident est un mauvais élève, voire un cancre qui mérite de redoubler ses années de classe, en faisant une petite métaphore sur l'histoire. Regardez, si on voit le déclenchement du 7 octobre de Tofan al-Aqsa en Palestine, c'est quoi le résultat aujourd'hui? On va faire un bilan. Le bilan, il est positif pour les Palestiniens, pour le monde libre. Les Palestiniens, avec ce qui se passe à Gaza, ils sont en train de mourir pour la liberté du monde. La preuve, c'est que tous les peuples sont contre leur gouvernement en Occident. Que demandent ces peuples? Ces peuples demandent la liberté de s'exprimer, la liberté de dire non au génocide. Donc, c'est-à-dire que c'est une grosse réussite, comme on a fait, nous, avec la révolution de Zérout Youssef, en août 55, après les massacres qui ont été commis par la France après l'attaque de Zérout Youssef, qui a dit qu'il faut creuser un fossé de sang entre nous, parce qu'on est allé chercher la diplomatie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on revient au sujet diplomatique. C'était quoi l'Aqsa? C'était ça. Nous allons vous montrer la vraie image de ce que vous appelez Israël, la vraie image des droits de l'homme, la vraie image des pays modernes. Et c'est ce que les gens regardent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont été dénudés carrément. Donc l'action, ce qu'est en train de payer le peuple palestinien, très très cher, 40 000 ou 50 000 morts, mais le résultat, c'est que l'entité sioniste est à genoux, ainsi que les gens qui la soutiennent par rapport à leur peuple. Et c'est là que l'Algérie rentre en jeu, parce que dans chaque lutte armée, il faut une diplomatie. Et la diplomatie algérienne a travaillé en amont par rapport à ces événements aux Nations Unies pour isoler l'entité sioniste. Parce qu'il faut le dire, on les a isolés. Quand on revient à chaque fois à la charge pour la reconnaissance de l'État palestinien par rapport à ces événements, c'est-à-dire que nous avons des preuves qu'il faut reconnaître l'État palestinien. Et comment les établir, comment les présenter aux diplomates dans l'arène des Nations Unies. Et c'est là le travail gigantesque que l'Algérie a fait. Maintenant, les Américains, ils ont déposé la première fois le veto. La deuxième fois, ils ont dit on s'abstient. La troisième fois, il y a eu 143 votes pour la Palestine. Et ça, c'est une très, très grande victoire du peuple palestinien et du monde libre qui a été menée par la diplomatie algérienne, il faut le dire. Parce que en 1974, c'est nous qui avons invité Yasser Arafat à parler aux Nations Unies par le président feu Abdelaziz Bouteflika à l'époque, en 1974. C'est nous qui avons exclu en 1974 l'Afrique du Sud des Nations Unies. Aujourd'hui, on revient avec une victoire, c'est-à-dire 143 pays qui sont d'accord et à la clé une reconnaissance de l'Espagne, de la Norvège et de l'Irlande. 3 pays européens, dont un qui est dans la communauté européenne et dans l'OTAN, qui est l'Espagne. Donc ça, c'est une défaite pour l'armée israélienne. Nonobstant ce qui se passe sur le terrain, sur un territoire de 360 km², ils n'arrivent pas à arrêter le Hamas ou tous les groupes révolutionnaires, le djihad islamique, le FPLP. C'est une victoire. Ils ont donné une leçon de résistance qui restera pour des siècles. C'est un petit territoire. Une leçon stratégique. Et c'est vraiment petit. Ils n'ont pas où fuir. Ils sont sous les bombes. Mais il y a une résistance féroce. Mais avec cette résistance, s'il n'y a pas une diplomatie, une vraie diplomatie, incisive comme celle de l'Algérie, jamais on serait arrivé à ce résultat. Jamais. Parce que personne ne peut représenter la Palestine aux Nations Unies comme l'Algérie. Ni les Arabes du Golfe, parce qu'ils ont signé avec l'entité sioniste les accords d'Abraham, avec le Maroc à côté,
ni l'Égypte, qui est une grande puissance, ni la Turquie, ni l'Iran, qui sont considérés comme un État voyou, ni le Hezbollah, ni les Houthis, ni les Yéménites, ni les Irakiens, qui sont considérés comme des groupes terroristes. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste l'Algérie. Merci Arafat. Et l'Algérie, c'est elle qui a lancé la première proposition pendant la réunion de la Ligue arabe au mois de mars par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a dit « Maintenant, nous allons passer à la reconnaissance de l'État palestinien aux Nations Unies ». Merci Arafat. Malheureusement, on arrive à la fin de notre rendez-vous du jour. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir contribué à un tel échange passionnant. Merci encore. Je vous dis à bientôt. L'information continue sur A24 News. Bonne soirée. Je vous dis à demain.